Salut, c'est Tilu, le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture. Je voudrais aujourd'hui vous parler du langage et avec le langage des dialogues. Si vous vous intéressez tant soit peu aux mots, et mon infaillible instinct me dit que oui puisque vous êtes là, vous avez peut-être regardé ici et là des conseils fourmillants sur le net pour améliorer votre prose et surtout vos dialogues. N'écoutez pas les conseils, soupesez-les bien. Ah, ces rognetus de jus de dialogue, comment s'y prendre pour qu'ils coulent de source, qu'ils sonnent vrais, et d'ailleurs qu'ils sonnent tout court. On vous a fait des recommandations du style « Ne cherchez pas à rendre le langage parlé tel qu'il est, écrivez les mots correctement et les négations en 2 mots, ne pas, ne guère, ne plus, comme le veut l'usage. » Autrement dit, rentrez dans le moule imposé dès l'école primaire. N'inventez pas de mots, ne parlez pas argot, ni verlan, ni rebeu, soyez concis et clairs. Autrement dit, niez la richesse de la langue parlée si vous voulez qu'on vous comprenne. Trouvez une façon de parler différente pour chaque personnage, de façon à éviter les dit-il, répondit-elle. Mon préféré. Super simple quand on nous dit par ailleurs de ne pas trop typer les dialogues, il faudrait des tics de langage reconnaissables, mais pas de vilaines tournures s'il vous plaît, écrivez français simplement français. Ces recommandations, vous les trouverez aussi bien sous la plume d'auteurs chevronnés que d'obscurs blogueurs. Elles sont le corollaire obligé de conseils plus généraux s'appliquant à votre prose. Faites des phrases simples et n'utilisez pas de mots savants. Autrement dit, prenez votre lecteur pour un crétin. Aérez votre texte en revenant à la ligne, un paragraphe court toutes les 2 ou 3 phrases, sinon le lecteur sera découragé d'avance. Qu'est-ce que je vous disais ? Faites la guerre aux adverbes, aux adjectifs et aux participes présents. Évitez les parenthèses et les digressions. Autrement dit, asséchez votre style et réduisez-le à sa plus simple expression. Boxez votre lecteur, ne l'embobinez pas. Et autre foutaise de cet acabit. Oui, foutaise. Oh, bien sûr, dans certains cas, ces recommandations ont du sens. Mais dans d'autres, non. Dans certains cas, en fonction de la situation, du propos, du message, de la réalité des personnages, du contexte et tout ça, il est nécessaire de trancher dans le vif. Je suis sûr que vous me comprenez. Pour résumer, faire parler un maître zen avec des bof ne serait pas très convaincant. Mais parfois, les bof ont leur utilité pour faire comprendre quelque chose du personnage. Et c'est bien là tout le problème. Comment s'y retrouver ? Évitez les dialogues inutiles et ciselez les dialogues indispensables. N'oubliez pas que si votre projet est d'écrire un roman, il vous appartient de construire un récit, pas seulement de rendre compte de conversations. Les conversations, c'est bon pour les sitcoms, ou alors écrivez des pièces de théâtre. Je distingue pour ma part 3 fonctions des dialogues. Renseigner sur les personnages, niveau d'instruction, politesse formelle, tournure d'esprit, mais aussi capacité d'adaptation, réponse du tac au tac, réponse à côté de la plaque. Faire avancer l'intrigue en mettant dans la bouche des personnages des informations nécessaires au lecteur. Attention, n'abusez pas de ce qui n'est jamais qu'un artifice et risque donc de rendre votre dialogue artificiel. Aérez votre texte. Ben oui, un livre est aussi un objet physique. Avant de lire, on voit. Et ce qu'on voit nous renseigne au même titre que ce qu'on lit. Attention, je digresse, et digresse, c'est beaucoup. Faites l'expérience. Ouvrez n'importe quel roman qui vous tombe sous la main. La présence de tirets quadratins annonçant des dialogues nous apprend qu'ici, une interaction a lieu entre les personnages. A contrario, si le texte est continu, nous suivons une pensée ou une action. Ouvrez maintenant n'importe quel livre de poésie. Lorsque c'est réussi, l'équilibre entre le plein et le vide nous saute aux yeux. On dirait du dessin, n'est-ce pas ? Oui, l'écriture, c'est d'abord du dessin.
Ce que nous appréhendons en premier, c'est l'allure générale de la page. Après seulement viennent les mots. Les parties blanches de la page sont un message subliminal à notre intention qui nous parle du silence. C'est merveilleux le silence. Sans lui, pas de sens. Comment mieux l'évoquer, le silence, qu'en se taisant? Quelques conseils tout de même avant de vous perdre pour de bon. Soit. Allons-y. N'écrivez pas tout. Hé, me voyez-vous venir? Laissez des blancs dans les dialogues, le temps de la réflexion pour les personnages. Jouez avec les silences. Ne dites pas non plus ce qui est trop évident, ce que la situation dit déjà par elle-même. Soupesez soigneusement les oui et les non. Les trois quarts ne servent à rien. Vos personnages ne doivent pas toujours se répondre dans une suite logique. Il est plus intéressant de montrer un personnage qui élude ou qui refuse d'entendre une vérité, voire qui suit son propre chemin de pensée, au lieu d'écouter vraiment ce que l'autre a à lui dire, comme nous le faisons tous si souvent. Prenez le temps de mettre vos personnages en scène. Sauf apparition de la Sainte Vierge, les dialogues ne tombent pas du ciel. Ils sont le fruit de la rencontre des personnages dans un lieu et dans un contexte qu'il vous appartient de montrer ou de faire comprendre. Intercalez des informations contextuelles dans le dialogue pour donner des respirations, plutôt que de planter le décor pendant 3 paragraphes avant de donner le crachoir à vos personnages. Il est rare aussi que dans la vraie vie, on se contente de parler sans rien faire d'autre. Éplucher des carottes, embarquer dans le vaisseau spatial, ouvrir la fenêtre ou tripoter négligemment ses clés dans sa poche. Même assis avec des amis à la terrasse d'un café, en pleine discussion, on fait tourner son verre, on tripote son briquet, on vérifie ses textos. Toutes ces actions disent quelque chose de l'état d'esprit du personnage. Choisissez-les soigneusement, n'en abusez pas, placez-les au bon endroit. La responsabilité de l'auteur, faire des choix. Et enfin, l'essentiel, n'écrivez pas comme vous parlez. C'est vrai pour les dialogues, mais aussi pour tout le reste. Il me semble que c'est ce point surtout qui fait problème, là-dessus que l'on peut rejoindre certains des conseils dont je me suis moqué ci-dessus et que je résume sous « attention ou un bain bof ». Vous écrivez un roman, une nouvelle ou un conte. Vous racontez une histoire sous la forme et dans le genre qu'il vous plaira. C'est votre liberté d'auteur. Toutefois, si vous écrivez pour être lu, cette liberté est assortie d'une responsabilité d'auteur. Faire des choix narratifs dont la langue et le style font bien évidemment partie. Je vais vous dire un secret de Polichinelle, mais qu'il est parfois bon de rappeler. Romain Gary ne parlait pas vraiment comme le petit Momo de La vie devant soi. Daniel Picouli ne s'exprime pas toujours comme son narrateur de l'enfant léopard, au présent, depuis l'intérieur de la tête de chaque personne qu'il rencontre. Sinon on le prendrait pour un fou. Ce qui a du sens dans le cadre de la narration relève d'un choix délibéré de l'auteur, pas de son ordinaire façon de parler. Prenez Paul Auster. Eh bien, Paul Auster ne s'exprime pas toujours dans la vie comme ses narrateurs successifs. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il écrit « je » qu'il fait référence à lui-même. À preuve, l'incipit de Brooklyn Follies. Je cherchais un endroit tranquille où mourir. Quelqu'un me conseilla Brooklyn, et dès le lendemain matin, je m'y rendis de Westchester afin de reconnaître le terrain. Cet incipit, il nous fait entrer dans l'histoire d'un homme qui n'est pas Paul Auster. Et d'ailleurs, son style fluctue à Paul Auster. C'est toujours lui l'auteur, mais le narrateur de son roman, c'est un autre. Témoin, l'incipit de 4, 3, 2, 1, par exemple. À l'opposé de ce qu'il fait dans Brooklyn Follies, il use de phrases amples pour nous plonger de plein pied dans une vaste fresque, dans une légende familiale. Selon la légende familiale, le grand-père de Ferguson serait parti à pied de sa ville natale de Minsk avec 100 roubles cousus dans la doublure de sa veste. Il aurait fait route vers l'ouest jusqu'à Hambourg en passant par Varsovie et Berlin, et il aurait acheté un billet sur un bateau baptisé l'impératrice de Chine qui traversa l'Atlantique à travers de rudes tempêtes hivernales pour entrer dans le port de New York le premier jour du XXe siècle.
Pendant qu'il attendait d'être interrogé par un agent du service d'immigration à Ellis Island, il engagea la conversation avec un compatriote juif russe. Croyez-vous que ce soit ainsi que Paul Auster raconte à ses amis la dernière anecdote dont il a été témoin ? Voyez-vous la différence ? Paul Auster n'écrit pas comme il parle. Les romanciers n'écrivent pas comme ils parlent. Les auteurs qui écrivent comme ils parlent, ça n'existe pas. Parfois, c'est l'impression que nous avons, nous lecteurs, quand le langage est simple, les phrases directes et courtes, et que toute la prose se met au service de l'idée. Mais c'est une illusion. Comme dans tout art, la simplicité exempte de niaiserie et de maladresse, autrement dit la fluidité, est très difficile à atteindre. Le style s'adapte au narrateur, et le narrateur au récit. Il serait fou de croire que l'on peut écrire comme on parle et captiver les foules ou tout du moins obtenir un résultat lisible. Un texte, ça se travaille au corps à corps, un dialogue aussi. Une langue travaillée pour des personnages typés. Côté invention et typage du perso, il y a de quoi faire. Quelle plus belle réussite que de parvenir à plier les phrases, le rythme et les mots pour attirer le lecteur dans un univers inconnu de lui, mais si fascinant qu'il ne peut s'en extraire. Encore faut-il le créer, cet univers, et lui donner une cohérence interne qui le fera tenir debout. Ou bien, si votre histoire est du genre réaliste, en connaître suffisamment le contexte, le lieu, l'époque, la société pour faire sonner vrai. Pour réussir ça, l'auteur doit se mettre dans la peau du narrateur. Je rembobine jusqu'à trouver une façon de parler différente pour chaque personnage, ce fameux conseil. Si tel est votre projet, poussez-le à l'extrême. Ne vous contentez pas de commencer toutes les répliques du personnage par « Hein, quoi ?» Soyez créatif et cohérent, pas lourdingue et feignant. Très important, ne typez pas tous vos personnages. Un très bon exemple est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, sorte de livre-jeu en dents de scie qui pendule entre le bavardage et la pure fulgurance poétique. Je vous conseille de le lire, si vous avez dans l'idée de changer de narrateur en cours de récit. Damasio met en scène 23 personnages narrateurs, dont 5 s'expriment le plus souvent à leur sujet et celui des autres. Mais enfin 23, c'est énorme. Afin d'éviter les fameux « dit-il, répondit-elle », un romancier médiocre, suivant un conseil mal compris, aurait peut-être affublé chacun des 23 d'un tic de langage. Damasio n'a pas commis cette erreur. Au lieu de ça, il a conçu une notation subtile qui déroute au début mais à laquelle on s'habitue très vite et qui a le double mérite de nous faire basculer dans son monde et de nous indiquer qu'il s'agit bien d'un jeu. Non, Damasio n'a pas fait ça. Mais il a doté Golgoth, le costaud des costauds de la bande, comme son nom l'indique, d'un langage très typé, immédiatement reconnaissable, qu'il utilise aussi bien pour parler que pour penser. Un langage haché, des mots tronqués, des phrases rudimentaires, des néologismes et de l'argot, en veux-tu, en voilà. Golgoth est un rocher qui va droit au but et ne s'embarrasse pas de formules. En contrepoint, le parler de Caracol, le troubadour de service, est pourvu de toutes les arabesques, rimes, jeux de mots et artifices de sa fonction. Là où Damasio démontre son art, c'est que quand le lecteur suit les pensées de Caracol et non pas ses paroles, lorsque le personnage n'est pas en représentation, les jeux de langage sont absents, et il faut se reporter à la notation du paragraphe pour savoir que c'est lui qui pense. En littérature, comme pour tout le reste, tout est question de dosage. Un autre exemple ? Un livre qui me tient particulièrement à cœur, un petit bijou méconnu de la littérature. Je vous propose de vous faire la lecture de quelques pages d'un pur chef-d'œuvre de Pasolini, Les Ragazzi, traduit de l'italien par Claude Henry. Une merveille mêlant la langue la plus littéraire au dialecte romain, les tournures stylistiques les plus classiques au parler le plus populaire dans une même phrase. Et ça coule tout seul. Du grand style qui semble naturel, mais a demandé à l'auteur des années de travail et d'enquête dans le milieu populaire où il situe son histoire. Pasolini, qui parlait à propos du dialecte romain magnifiquement traduit dans les dialogues de Ragazzi de reconstruction du monde réel du parler, et qui appelait s'annuler dans l'anonymat la régression de l'auteur dans le milieu décrit. Plus loin, il dit aussi: il n'existe pas pour moi une méthode de travail extérieure. La méthode est uniquement stylistique et donc interne. Il y a naturellement des données qui, considérées en soi, peuvent suggérer l'idée superficielle, anecdotique,
d'une méthode appliquée, d'une formule. Mais elle n'existe pas. Pas de formule, pas de méthode, du travail jusqu'au moment où ça sonnera juste. Et pour que ça sonne, c'est simple. Mâchez votre texte, mâchez vos dialogues, prononcez-les à haute voix, jouez tous les rôles s'il le faut. S'il le faut, enregistrez-vous et écoutez-vous, vous entendrez tout de suite où le bas blesse, si le bas blesse. Ne vous satisfaites jamais d'un premier jet, ne vous attachez jamais à une formule. Travaillez. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un peu de lecture dans chaque article. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Et puis parce que j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir de la bonne littérature. On n'en a jamais assez. Vous êtes prêts pour Pasolini ? On y va. Amerigo était étendu sur le lit dans un veston tout neuf et une chemise blanche avec des souliers noirs. On lui avait joint les mains sur la poitrine ou plutôt sur le veston croisé dont il était si fier depuis quelques dimanches, quand il se baladait tout déhanché d'un bout à l'autre de Pietra latin. Le fric du complet, il l'avait fauché à un gonze qu'il avait délesté d'une 30aine de sacs via dei prati fiscali. Et, par-dessus le marché, une de ces raclées pour la bonne bouche, quoi. Bref, il s'était fait faire ce beau complet et il se trimballait dedans plus forcené que jamais. Il n'aurait pas fallu le regarder de travers. Et ses copains de l'endroit, Froussard et Pleutre, lui passaient de la pommade en veux-tu, en voilà, pour l'amadouer. Mais souvent, des garçons qui ne le connaissaient pas, et le rencontraient dans les bals du Parti communiste ou dans une salle de billard quelconque, la fin était immanquable. Il en sortait avec un œil poché ou les gencives en marmelade. Le complet se composait d'un grimpant à jambes en tuyau de poil et d'un veston court à épaules rembourrées, et pour parfaire, il portait une chemise blanche à col rabattu sous des cheveux gominés et relevés en toupet sur le front. Il s'était donc laissé croiser les mains sur son veston sans rouspéter, mais son col déboutonné à la voyou lui encadrait le visage, ce visage qui, à vrai dire, avait toujours plus tenue du mort que du vivant, de sorte qu'on l'aurait cru à peine endormi, et qu'il fichait encore la frousse. Cette petite entourloupette-là ne pouvait pas durer à perpète. Il allait en avoir marre dans un moment. Et qu'est-ce qu'il allait râler ? Tant pis pour les types qui avaient eu le culot de la coutrer de cette façon. Il n'aurait qu'à encaisser le coup de manchette qu'il allait leur balancer, aussi sûr que si ça y était. Cependant, il restait là, sombre et la bouche cousue, sur ce lit trop court et sa tignasse encore brillantinée tranchée sur l'oreiller grisâtre. Le frisé pénétra dans la pièce en même temps que quelques copains de Tiburtino. Devant l'entrée sans porte de l'immeuble se tenait un groupe de gens vêtus de noir. C'étaient tous les Luchetti accourus pour accomplir leurs devoirs de parents, aussi bien que de héros de la journée, tous dans leur complet du dimanche, les gosses en couleurs voyantes, les jeunes gens en tenue de bal plutôt que d'enterrement. Les voisins, colocataires de la cité, à 10 ou 12 par pièce, de quoi peupler tout un quartier, restaient à l'écart, et un peu plus loin encore, on voyait les copains d'Amérigo sur leur 31. Alduino, qui avait eu le nez et l'œil arrachés par une grenade quand il était petit, le gars Tubar, qui habitait la cité 12, le charogne, le napolitain, le tête de l'art, le garçon de Mamanita, celui qui chantait et jouait de la guitare les soirs qu'il s'attardait pour le fade après un petit coup pépère et qu'il se chamaillait, ou bien les soirs qu'il se baladait dans la boue au clair de lune éblouissant, au-dessus des petits toits des expulsés. Il y avait enfin 3 ou 4 garçons d'une quinzaine d'années, mollement appuyés au mur de la maison et qui bavardaient à voix basse avec les copains d'Amérigo tout en regardant des mioches jouer au ballon un peu plus bas dans un creux, en plein Pietralata. Le frisé et les copains avaient à peine mis les pieds dans la chambre mortuaire qu'ils avaient déjà envie de se barrer. Il y faisait humide et sombre comme en hiver, et les tantes et les sœurs d'Amérigo, grasses comme elles étaient, bourraient tellement la chambre qu'on ne pouvait plus remuer. Ils lancèrent un simple coup d'œil sur le mort, et, tout honteux parce qu'ils ne l'avaient jamais fait depuis le jour de leur première communion, ils firent leur signe de croix avant de ressortir. Ils se retrouvèrent donc au milieu de la rue où les hommes causaient entre eux. Au centre, Alfio Luchetti, le plus jeune des oncles d'Amérigo, un brun frisé comme lui, avec des pommettes comme lui, mais plus grand et plus sec, regardait dans le vague à la façon du type qui a bien d'autres chats à fouetter. C'était lui qui, d'un coup de baïonnette, avait décousu le bedon du patron du bar à l'arrêt du tram, et ils ont raconté qu'il mangeait le vert et le sec maintenant avec une gonzesse qu'il entretenait au testaccio. De temps en temps, il ouvrait la bouche d'un air sombre et entendu en hochant la tête. Puis, il laissait tomber la conversation,
faisant gaffe, semblait-il, à n'en pas dire trop long à tous ces mecs qui les écoutaient. Les mains dans les poches de son grimpant à rayures grises, il lançait un regard qui passait par-dessus les têtes et ses mâchoires se contractaient tellement que ses joues gonflaient et se creusaient, tel que le faisait Amerigo. Il était si grand que s'il avait levé un bras en l'air, il aurait peut-être attrapé les fils électriques. Calme, mais sur son compte à soi, il couvait le secret que tout le monde dans le pays avait plus ou moins pigé. Sous la mort d'Amérigo, il y avait un ensemble de choses dont la lumière menaçante se reflétait sur toutes ses figures. Au-dessus de sa nuque de gamin sortant d'un col blanc évasé, la figure d'Alfio, grisonnante sous la barbe mais noire à la racine des cheveux plantés bas sur le front, était tout éclairée par ce secret, comme l'étaient les têtes des autres oncles des cousins, que le sentiment du devoir et la hargne silencieuse qui faisaient d'eux les personnages de Pietralata remplissaient de componction. Décidés à ne pas se déboutonner, à garder en famille leurs réflexions sur la situation que la mort d'Amérigo avait créée, ils lançaient au maximum une ou deux allusions grosses de menaces qui équivalaient à un début de révélation. Parmi les gueules de sournois, il y avait celle d'Alduino, avec son bout de chiffon noir qui lui cachait seulement le trou cicatrisé de l'œil et non ce qui lui restait de nez, celle du garçon de Mama Anita, du charogne, du tête de lard, tous avec une expression de rapace dans leur regard oblique et, au fond de leur gravité, un éclair de grasse jouissance comme celle des soldats sous la douche. Alduccio attrapa au vol quelques mots couverts entre Alfio et les autres hommes de la famille. La sorte d'édification qui suit l'entendement inonda ses traits. Et tordant la bouche, faisant mine de rentrer la tête dans les épaules, il murmura « Tant pis pour son cul ». « À qui ?» fit le frisé l'oreille aux aguets avec une curiosité un peu naïve au fond. « Eh bien quoi ? Alduccio » répéta le frisé. « Le type qu'a jacté » dit Alduccio brusquement affable, comme s'il venait de faire gaffe au frisé. Le frisé pensa immédiatement aux flambes de la cité numéro 9 et la boucla. Il regardait Alfio Lucetti avec un respect suprême. Celui-ci s'était écarté du groupe et restait là, muet et calme, les mains dans les poches. À l'intérieur, on entendait les femmes qui pleuraient. Les hommes, eux, ne donnaient aucun signe d'émotion, et ils perçaient même dans les traits de certains gars sans poil au menton ou de vieux truands une vague expression amusée. À Pietralata, on se souciait comme d'une guigne des vivants, qu'on se figure si on pouvait s'en foutre des morts. Le prêtre arriva à pas rapides, sans regarder personne. Trottaient derrière lui deux gosses, secs comme des coucous, qu'on avait dû pêcher dans une des maisons de Pecno qui restaient çà et là aux confins de Pietralata, dans les champs calcinés et les dépôts d'ordures. Farfouillant du goupillon dans l'eau bénite, ils trottaient dans leur robe au milieu des gens qui s'abritaient du soleil dardant sur leur crâne ou qui se baladaient et chahutaient en vociférant. Dans leur loques dépenaillées, les gosses se couraient derrière un ballon comme un essaim de guêpes et continuaient à brailler au loin dans la lumière violacée. Et au bar, à l'arrêt du tram, c'était à cette heure-là le va-et-vient habituel des feignants. On les entendait pousser de vrais jappements, une façon comme une autre de causer, dans le local à moitié vide, puis ils venaient s'appuyer aux petits arbres secs quand ce n'était pas au chambranle de la porte, la gouaille sur leur binette, les pouces dans le pantalon sans ceinture et dont le fond leur balait sur les cuisses. D'autres restaient dans les cours, sous les lucarnes immondes de ce qui restait des cabinets qu'on avait fourgués, brique par brique, au Pecno pendant la guerre. Tout ce monde s'absorbait à distance dans l'examen de l'enterrement. Le prêtre pénétra dans la maison, enleva en moins de deux ce qu'il avait à faire, et ressortit, suivi des deux petits roquets et de la foule des femmes, puis du cercueil porté à bout de bras. On le chargea dans l'auto noir et la queue des gens, après avoir marqué le pas, s'achemina à pas lents le long de la via de Pietralata. Devant le bar, on bloqua un autobus à l'arrêt, mais prêt à démarrer. On passa ensuite devant le terrain vague où 2 ou 3 manèges de chevaux de bois se dressaient en haut du mamelon, devant le centre d'ambulance aussi rêvêche qu'une prison. Devant des prés carbonisés par la chaleur, des maisonnettes roses et des cahutes, puis devant quelques usines dans une pagaille telle qu'on aurait cru bombarder de la veille. Enfin, à la hauteur du monte del Pecoraro, on déboucha sur la Via Tiburtina, juste à l'endroit où elle semble merlée par de vieilles masures délabrées. « Qu'est-ce qu'on fiche maintenant ?» dit le frisé à voix basse au milieu des gens qui marchaient à la débandade ou de conserve avec le corbillard et le prêtre. « Ma foi, j'en sais rien, »
fit Alduccio en se dandinant les mains dans les poches sous les pans de sa chemisette. Il suivait en douce la queue du cortège qui avançait lentement, mais comme il marchait plus encore au ralenti, de temps à autre, ils étaient obligés de forcer le pas pour le rattraper. Courbés, ils allaient, l'air soucieux, comme s'ils avaient mal aux pieds. « Est-ce que je pouvais me figurer que les enterrements, ça te barbait tant que ça ?» fit le frisé navré. « À ce point-là, fichtre non. » Alduccio lui lança un coup de chasse. Qu'est-ce qu'il racontait là? Leurs regards se croisèrent, et comme dans tout ce silence d'enterrement leur dégaine leur apparut tout à coup, peu s'en fallut qu'ils n'éclatent de rire. Ils n'eurent que le temps de détourner les yeux, et les tendons de leur cou saillirent à force de se retenir. L'air, d'une douceur d'huile, les contours limpides des choses, la petite brise tiède où il y avait comme une somnolence d'avril, tout donnait l'impression d'un jour de fête, d'un des premiers dimanches de la belle saison, tout de suite après Pâques, quand on commence à aller à Ostie. Le trafic même de la Via Tiburtina semblait amorti, et comme étouffé sous une cloche de verre par ce soleil qui se décolorait en un gris sale sur les clôtures, mais blondissait en tons ardents sur le monte del Pecoraro. Allègrement, la trompette des bersagliers sonnait le rata, à l'intérieur du fort. Après une pause devant le bar au coin de la Via Tiburtina, le petit cortège se dispersa dans le désordre coutumier. Le corbillard se remit en marche et, suivi du taxi des Luchetti les plus importants, il se dirigea à toute allure vers le cimetière. « Tilu, c'est fini. Salut, à la semaine prochaine. »